Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 6. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. La vue globale long terme, c'est ça. Donc on a une bougie rouge, deux bougies rouges, comme je viens de vous le dire. Il en manque une troisième. Alors là, est-ce qu'on remonte? On va faire la troisième pour chercher un 382 la semaine prochaine, ou est-ce qu'on va descendre jusqu'ici d'ici dimanche soir, c'est-à-dire les 17 550 pour aller chercher les 1,618 ici à 14 780. Ce n'est pas improbable. C'est un scénario qu'il faut garder en tête. Mais en ce moment, oui, tout nous indique qu'on s'étend un peu trop vers le bas. Vous pouvez voir ici que sur le RSI, par exemple, eh bien, on ne s'est jamais trouvé aussi loin sur cet indicateur. On ne s'est jamais trouvé aussi bas non plus en dessous de la ligne rouge ici également, si je ne me trompe pas. On en parlait aussi récemment. Donc vous pouvez voir qu'on se trouve incontestablement bien plus bas qu'on a pu le voir précédemment. On a ici, par contre, le crash du Covid, qui est, disons, le seul à faire concurrence à ce qu'on peut voir actuellement. Mais vous voyez même ici, par exemple, qu'on n'est jamais passé sous ce niveau de manière aussi conséquente. Donc, ouais, genre durant le crash du Covid, on a eu un gros rebond en fait, à voir si ça va arriver cette fois-ci. On a eu une récupération en forme de V, et ensuite on a presque immédiatement récupéré toutes nos pertes dans les semaines qui ont suivi. Rappelez-vous le scénario qu'on a dessiné ensemble il y a un certain temps, et je vous ai dit que si le marché est sur le point de nous répéter toujours la même chose, l'objectif il peut aller vers les 14K. Comment j'ai pu calculer les 14K? J'ai pris la variation à chaque fois des niveaux haussiers et de niveaux baissiers. On va pas parler de la hausse aujourd'hui, le marché est baissier, mais si on prend la baisse, on a baissé de 93, puis de 86, puis de 84, vous voyez qu'à chaque fois, on chute à un certain nombre de variations. Là, on était, bon, quand j'ai fait la vidéo, on était à 63. Aujourd'hui, nous sommes à 72% de chute, et que si nous allons continuer à suivre le même acheminement, on sera vers les 79 ou 80% de chute. C'est ce qui nous donne un objectif d'environ 14K $. Donc, je suis en log, je le répète, parce qu'après les gens me disent que je n'ai pas les mêmes niveaux que vous. Donc, mes graphiques sont en log. Alors, ETH, elle est en train de casser des doubles supports ici. Alors, pourquoi? Ça correspond à quoi? Je ne sais pas. Ça va être du daily. Donc, en train de casser un double support. Donc, le TP sur ETH, il est à 713. Je pense qu'on va y aller pour la même, ce que je vous ai dit. Une, deux, il manque une troisième bougie. Donc, je pense que les 713 sont atteignables la semaine prochaine. Je dis pas cette semaine. Donc, à court terme, voilà, on casse le dernier point bas qui est ici. On accélère à la baisse en journalier. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça reste bien baissier. Petit graphe ensuite de la part de Slashcoin, vous voyez, en annuel, donc une bougie égale un an. Là, c'est vraiment du long terme. Et on voit un peu les cycles de hausse avec une bougie rouge, de hausse, une bougie rouge, de hausse, une bougie rouge. Et voir quoi, c'est assez ridicule, malgré la baisse forte qu'on fait actuellement. C'est assez ridicule qu'on prend vraiment du long terme. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une phrase qu'on revient souvent à voir. Le Bitcoin ira à zéro, le Bitcoin ira à zéro, le Bitcoin ira à zéro. Alors c'est un truc qu'on voit un peu moins quand même, parce que, je me souviens, en 2018, on le voyait beaucoup plus ça. Pareil pour le Corona, et moins maintenant en fait. Et plus on avance dans le temps, plus en fait dans la tête des gens c'est ouais, Bitcoin c'est quand même solide, même si on fait un moins 90%, voilà, on a déjà vécu dans le passé, et c'est pas ça qui va faire revenir Bitcoin à zéro. Il y en a toujours qui le disent, mais c'est vrai que moins qu'avant, je trouve. Et également Slashcoin il y a 6 heures qui nous informait que c'est historique, puisque le Bitcoin en effet est descendu à l'instant plus bas que son ancien ATH de 2017, et jusqu'à présent c'était jamais arrivé. L'Open Interest est une manière justement de quantifier et de mesurer l'ensemble des positions ouvertes sur un marché. Donc l'Open Interest, c'est la somme totale des positions ouvertes sur un marché. Donc, pour vous donner un exemple de comment l'Open Interest est mesuré et comment il fonctionne, on va prendre une situation assez simple. Je vais sur le marché Bitcoin Perp, donc de Binance Futures ou même FTX, qui est donc un marché perpétuel, et je vais être en long, je sais pas, x10, 2000 $. Donc en fait, avec les 1000 $ que j'ai sur mon compte, je vais pouvoir me positionner de 10 000 $ sur les marchés futurs, les marchés perpétuels ici. Et donc en fait, le fait d'ouvrir une position en long de 10 000 $ sur ce marché-là va augmenter l'Open Interest de 10 000 $. En soi, j'ai ouvert une position qui représente 10 000 $. L'Open Interest augmente de 10 000 $. Par contre, quand je vais clôturer cette position, et bien en fait, mon exposition sur ce marché va passer de 10 000 $ à 0 $. Et à ce moment-là, l'Open Interest va baisser de 10 000 $. Une nuance assez importante, lorsque je prends un short de 10 000 $, et bien ça ne fait pas baisser de 10 000 $ l'Open Interest. En fait, j'ouvre encore une position.
Quand je short, c'est j'ouvre une position où je parie justement à découvert sur ce prix-là. Et donc à ce moment-là, quand j'ouvre un short de 10 000 $, eh bien l'open interest augmente de 10 000 $. Quand je clôture mon short, donc mon pari à la baisse, eh bien en fait, cet open interest descend lui aussi de 10 000 $. Donc en soi, techniquement, l'open interest, c'est un indicateur d'intensité. Il me permet de mesurer la taille des positions des intervenants et aussi à quel moment ces intervenants se positionnent. Donc par exemple, si je vois que l'open interest augmente de 20 000 $, c'est que quelqu'un s'est positionné de 20 000 $ sur le marché. Je ne sais pas nécessairement si c'est une position short ou une position longue. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un intervenant qui vient de se positionner et qui vient d'ouvrir une position de 20 000 $. Au final, l'open interest permet de représenter l'intérêt des intervenants pour le marché et à quel point ils sont positionnés sur ce marché. Dans la crypto, il y a deux adages connus que vous connaissez sûrement, à savoir n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et évidemment, faites vos propres recherches. Je vous dis ça parce que en période de crise ou lorsque tout va mal, eh bien on a tendance à trouver des boucs émissaires. Et là, par exemple, c'est le cas de cette personne qui accuse TK, par exemple, eh bien de l'avoir mis dans la sauce à propos de Celsius. Sauf que TK avait bien entendu prévenu que la plateforme Celsius allait être en déroute. Il avait suffisamment mis de mise en garde pour qu'on ne puisse pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais même dans le cas où il n'avait pas, imaginons, il n'aurait pas fait de mise en garde, au bout d'un moment, c'est vos fonds, vous êtes responsable de vos propres fonds. C'est vous qui décidez où vous mettez votre argent. Et là, je vous parle de Monsieur TK, mais il y a d'autres personnes qui malheureusement sont aussi touchées par ces haters qui n'assument pas en fait leur propre choix et qui du coup préfèrent accuser quelqu'un d'autre. Il y a aussi Sam là qui est dans la tourmente à cause de Celsius, alors qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe chez Celsius au bout d'un moment. Et il y avait aussi Just Mining par rapport à l'UST. Encore une fois, il n'était pas responsable de ce qui se passait chez l'UST. Je veux dire, je comprends qu'on essaye de trouver systématiquement des responsables parce que bien on veut récupérer ses fonds. Au bout d'un moment, vous êtes dans la crypto. Et la crypto, c'est non régulé. Donc forcément, ça a ses inconvénients et ça a ses avantages. Vous pouvez être libre de faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez transférer des fonds très facilement sans difficulté. L'inconvénient, c'est que quand il y a un problème, vous êtes tout seul, vous êtes le seul responsable. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, pose problème à beaucoup de monde. Vous voulez en même temps le beurre, l'argent du beurre et le crémière. Parce que vous voulez un système dans lequel, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, être à l'abri des États, et en même temps, vous voulez être protégé par ces mêmes États. Ça n'a pas de sens au bout d'un moment. C'est comme les personnes, là, actuellement, qui reprochent à Matt Damon de les avoir entraîné dans l'achat de Bitcoin et qu'aujourd'hui en fait comme le Bitcoin chute, c'est la faute de Matt Damon. Sauf qu'au bout d'un moment, Matt Damon il a juste été payé pour faire de la pub et je pense pas que dans la pub, Matt Damon a dit à tout le monde vous inquiétez pas, le Bitcoin va atteindre 100 000 €, vous inquiétez pas, vous ne ferez que gagner. Mais évidemment qu'il y a des périodes creuses, évidemment qu'il y a des périodes où ça va chuter. Vous vous rendez compte quand même que s'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. Ceux qui gagnent à la fin, ce sont les personnes qui ont été les plus résilientes en réalité, celles qui ont tenu jusqu'au bout. La personne qui a résisté au bear market de 2013 à celui de 2017 et qui résistera à ce bear market là, c'est celle qui a tout compris et qui gagnera toute sa vie en fait. Car cette personne en fait, elle a beaucoup plus de résilience que la plupart qui, au moindre petite intempérie, se barrent et préfèrent cracher sur les personnes qui leur ont parlé des cryptos. Et partons maintenant au Panama où la loi Bitcoin est renvoyée à l'Assemblée nationale pour être débattue. Et pour rappel, au Panama, une loi crypto avait récemment été validée par l'Assemblée nationale pour permettre l'utilisation des cryptos comme monnaie légale, mais elle attendait uniquement la signature du président. Et aujourd'hui, le président a pris la décision de poser son veto et par conséquent, le projet de loi retourne à l'Assemblée avec des recommandations du président. Et les raisons de ces craintes se portent principalement sur l'aspect du blanchiment d'argent, car depuis les Panama Papers, le pays est surveillé de près par le GAFI, qui est un organisme intergouvernemental dont le but est de lutter contre le blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme. À savoir que le président n'est pas contre les cryptos, au contraire, il trouve que ce secteur est innovant, mais avant d'en faire une monnaie légale, il veut tout d'abord que la loi se conforme aux recommandations du GAFI avant d'être mise en application dans le pays. Et donc alors que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le Panama devienne le 3e pays à prendre le Bitcoin comme monnaie légale après le Salvador et la Centrafrique, eh bien il semblerait que l'adoption ne se fera pas tout de suite, étant donné les réserves du président sur l'aspect de la lutte contre le blanchiment d'argent. MicroStrategy, c'est un peu plus important. On est passé à 129 000 BTC il y a pas longtemps. Ils ont racheté autour des 30 000, je crois.
Et donc du coup, MicroStrategy là actuellement est en perte potentielle de 1 milliard de dollars sur son stock de BTC. MicroStrategy à la base n'est pas juste une entreprise qui hold du BTC, c'est une entreprise qui vend des logiciels, qui a très bien performé pendant toute la partie .com, etc. C'est des applications sur le web, etc. Enfin voilà, c'est des petits logiciels. C'est une entreprise qui marche très bien, mais on peut penser qu'ici elle n'a pas réellement 1 milliard en face. La capitalisation de MicroStrategy n'est pas si énorme que ça. L'action MicroStrategy qui a énormément baissé, mais qui marche beaucoup étant donné qu'il y a beaucoup de Bitcoin dans leur balance sheet, dans leur bilan, qui en fait finalement est plus ou moins adossé au Bitcoin, hein, c'est-à-dire le cours de l'action MicroStrategy est tout à fait adossé au Bitcoin. Michael Saylor, qui est le plus bull de tous les bulls au niveau Bitcoin, qui a fait la promotion de Bitcoin et exactement, enfin énormément, qui ici rassure les marchés, lui en disant non mais attendez, moi vous me disiez que je vais me faire margin call, c'est-à-dire je vais me faire liquider, pas du tout, moi mon prix de liquidation ne serait même pas nécessaire, même si le BTC descend en dessous de 3562 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai suffisamment de collatéral en face de mes achats de BTC pour pouvoir tout simplement couvrir mes achats. Je peux faire tourner ma boîte, je peux littéralement complètement ici, je crois qu'il considère même de racheter à nouveau. Et toujours concernant les sociétés crypto qui sont en difficulté, on a du nouveau du côté de Three Arrows Capital. Et tout d'abord, je vous rappelle que le fonds d'investissement avait récemment été liquidé sur une position de 400 millions de dollars en ETH, et aujourd'hui la société a confirmé qu'ils avaient bien une exposition conséquente au Luna de Terra, étant donné qu'avant la chute du projet, ils possédaient l'équivalent de 200 millions de dollars en Luna, qui sont aujourd'hui totalement sans valeur. Et ils ont également confirmé détenir des réserves importantes de GBTC de Grayscale, ainsi que des stacks Tether de Lido. Et finalement, l'entreprise déclare qu'elle étudie différentes stratégies pour se relever de cette crise, comme par exemple la revente d'actifs ou encore un sauvetage par une autre entreprise. Lorsque vous utilisez des services de stockage en ligne tels que OneDrive, Google Drive, Dropbox et tant d'autres, eh bien, il faut savoir que vos données sont stockées au travers de leur data center. Ce qui signifie que ces entreprises ont donc la capacité de consulter vos données et si besoin, elles peuvent également les censurer. Et c'est là où Storj vient faire toute la différence en proposant un service de stockage en ligne mais de manière décentralisée. C'est-à-dire que les données vont être hébergées chez monsieur et madame tout le monde mais de manière chiffrée. Donc autrement dit, seul vous aurez l'accès à vos données et personne d'autre. Je vous explique maintenant un peu plus en détail comment tout cela fonctionne exactement. Je voulais maintenant vous parler d'une plateforme NFT. C'est la plateforme Immutable X, c'est une roll-up, une solution de niveau 2 sur Ethereum spécialisée dans les NFT qui permet de réduire les frais de transaction sur les NFT et de faire quasiment en fait des frais les frais de mint sur la plateforme Immutable sont gratuits. Donc le mint c'est la création d'NFT. Après, il y a des frais qui vont être payés sur les transferts de NFT et surtout les achats sur les marketplaces. Et bien, cette plateforme NFT vient de révéler qu'ils vont lancer un fonds de 500 millions de dollars pour développer des jeux Web3 Games, donc des jeux sur le réseau Immutable. Donc ça veut dire qu'ils vont encourager les développeurs à venir sur cette blockchain pour pouvoir développer tout un écosystème, donc c'est une très bonne chose. Immutable aussi, c'est lié à Ethereum. Donc ça se base sur, au final, les transactions finissent sur le réseau Ethereum, elles sont agrégées sur Immutable pour ensuite arriver sur Ethereum et profiter de la sécurité du réseau d'Ethereum. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé que les sidechains par exemple, qui elles ne possèdent pas tout ce niveau de sécurité. Donc vraiment, Immutable, je pense que ça va se développer pas mal grâce à ce fonds d'investissement. Play to Earn, en gros, c'est tout simplement le Web 3 appliqué au système du gaming, au marché du gaming et du jeu vidéo. C'est-à-dire que, en gros, vous avez la possibilité de détenir des NFT, donc vos propres assets dans un jeu vidéo. Et en général, ce qui se passe, c'est que vous payez un ticket d'entrée pour récupérer du coup des NFT. Ces NFT vous permettent de farmer la crypto-monnaie du jeu qui sera ultérieurement échangeable contre des euros ou toute autre crypto-monnaie et qui donc vous permet en théorie de, contre un ticket d'entrée, farmer puis gagner de l'argent, à la différence des jeux vidéo classiques où vous dépensez de l'argent et du temps et c'est tout. Donc sur le papier, on est tous d'accord pour dire que c'est génial, que c'est une super invention. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé.
Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.